Un soleil impitoyable écrasait de ses rayons brûlants les remparts du fort de la Mesa. Le lieutenant Elias Thorne passa un revers de main sur son front ruisselant de sueur. Nous étions à l'été 1872 et cet avant-poste militaire se dressait comme une sentinelle solitaire et abandonnée en plein territoire hostile. Les structures en bois du fort gémissaient sous la chaleur, tandis que des tourbillons de poussière dansaient sur la place d'armes où les soldats s'affairaient à leurs tâches quotidiennes. Thorne était stationné dans ce désert depuis 6 mois. Il était le seul officier blanc à la tête d'une compagnie de cavalerie composée exclusivement de soldats noirs, ces hommes que l'on surnommait les gardiens de la frontière, chargés de patrouiller dans ces confins dangereux. Les hommes sous son commandement le respectaient, bien qu'ils gardassent une certaine distance. Non pas à cause de son grade, mais en raison des tensions raciales tacites qui imprégnaient même ce lieu isolé du reste du monde. « Mon lieutenant, les patrouilles sont rentrées », annonça le sergent Marcus Vance. C'était une figure imposante, un vétéran qui s'était battu avec distinction lors de la guerre civile. Nous avons repéré des mouvements indigènes près du ruisseau d'Olympia. Thorne hocha la tête, plissant les yeux vers l'horizon vibrant de chaleur. Des ennuis en vue ? Non, monsieur, juste des traces. Peut-être 5 cavaliers se dirigeant vers l'est. Le regard sombre de Vance trahissait pourtant une inquiétude latente. Le capitaine Mercer voudra qu'on suive leur piste dès l'aube. Ce soir-là, alors que le fort s'enfonçait dans un silence inquiet, Thorne s'assit seul dans ses quartiers spartiates, écrivant dans son journal à la lueur d'une lampe à pétrole. Fils d'idéaliste du Nord, il avait rejoint l'armée pour faire ses preuves. Mais la frontière l'avait éprouvé d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. Il couchait sur le papier son respect grandissant pour ces hommes, ces soldats qui se battaient avec courage pour une nation qui leur refusait pourtant les droits les plus élémentaires. Il écrivait aussi ses sentiments conflictuels sur leur mission, repousser les peuples natifs de leurs terres ancestrales. Soudain, un tumulte à l'extérieur brisa sa concentration. Des cris résonnèrent à travers la place d'armes. Thorne saisit son revolver et sortit dans la nuit, éclairée par la lune. Plusieurs soldats étaient rassemblés près des écuries, pointant vers le périmètre est. « Que se passe-t-il » exigea Thorne. Le caporal Duval se tourna, le visage tendu. « Quelqu'un approche, mon lieutenant. Un cavalier solitaire. Il arrive vite. » Thorne suivit son regard. Une silhouette solitaire galopait vers le fort, se détachant comme une ombre chinoise sur le paysage argenté. À mesure que le cavalier approchait, Thorne put voir qu'il était voûté, tenant à peine en selle. « Ne tirez pas !» ordonna Thorne alors que plusieurs fusils se levaient d'instinct. Le cheval trébucha et s'arrêta net devant la porte. Son cavalier glissa de la selle et s'effondra dans la poussière. Thorne se précipita, puis s'arrêta net. Étendu devant lui se trouvait un jeune guerrier comanche, âgé de 20 ans tout au plus, saignant abondamment d'une blessure au flanc. « Monsieur, c'est l'un de ces sauvages !» marmonna un soldat en levant à nouveau son fusil. « Baissez cette arme, soldat !» claqua Thorne. Il s'agenouilla près du blessé qui leva vers lui des yeux remplis de douleur. « Blanc, soldat !» parvint à articuler le Comanche dans un anglais brisé avant de perdre connaissance. Le sergent Vance s'approcha, le visage grave. « Lieutenant, le capitaine Mercer a laissé des ordres stricts. Tout natif hostile doit être détenu et interrogé. » Thorne croisa le regard de Vance. « Cet homme a besoin de soins médicaux, sergent. »« Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, aider un Comanche pourrait être perçu comme de la trahison. Mercer vous fera passer en cour martiale. » Thorne savait que Vance avait raison. Le capitaine Mercer, parti inspecter un autre avant-poste, était connu pour sa haine viscérale des tribus locales. Mais quelque chose dans la fuite désespérée de ce jeune guerrier vers un fort ennemi disait à Thorne qu'il y avait autre chose, une vérité cachée. « Aidez-moi à le porter dans mes quartiers, » dit Thorne calmement. Vance hésita, puis hocha la tête. « Les hommes ne vont pas aimer ça, monsieur. Je m'occuperai des hommes et de Mercer à son retour. » Alors qu'il transportait le guerrier inconscient vers les quartiers de Thorne, le lieutenant pouvait sentir les regards pesants de ses soldats. Il comprenait leur ressentiment. Ces hommes avaient saigné pour un pays qui les considérait comme des citoyens de seconde zone. Et pourtant, voici que leur officier blanc risquait tout pour un ennemi. Une fois à l'intérieur, Thorne examina la blessure plus attentivement. Il a été touché par un fusil de l'armée. Il leva les yeux vers Vance.
Pourquoi un Comanche chevaucherait-il vers un fort militaire pour demander de l'aide après avoir été abattu par des soldats? L'expression de Vance s'assombrit. À moins que ce ne fussent pas des soldats réguliers. L'implication lourde de sens flottait dans l'air. Les deux hommes connaissaient l'existence de raids non officiels menés par des milices civiles contre les campements natifs, des massacres que l'armée condamnait officiellement mais tolérait tacitement. Nous devons le garder caché jusqu'à ce que nous en sachions plus, décida Thorn. Si j'ai tort, j'en assumerai seul les conséquences. Vance hocha lentement la tête. J'apporterai des bandages et des médicaments. Mais monsieur, vous n'êtes pas seul là-dedans. Lorsque Vance sortit, Thorn regarda le Comanche blessé, se demandant quelle chaîne d'événements il venait de déclencher et si sa décision allait lui coûter sa carrière, ou peut-être même sa vie. Le guerrier reprit connaissance peu avant l'aube, ses yeux noirs s'ouvrant brusquement, chargés d'alarme. Il essaya immédiatement de se lever, pour retomber avec un grognement de douleur. « Doucement, dit Thorn en gardant la voix basse. Vous êtes en sécurité pour le moment. » Le regard du jeune homme parcourut la petite pièce, notant le mobilier militaire avant de se fixer avec lassitude sur Thorn. Sa main chercha instinctivement une arme qui n'était pas là. « Je suis le lieutenant Elias Thorn, dit-il en parlant lentement. Vous êtes venu à notre fort, vous êtes blessé. » Le Comanche l'étudia silencieusement pendant un long moment. Lorsqu'il parla enfin, son anglais était hésitant mais clair. « Je suis Noconi. »« Noconi, » répéta Thorn. « Peux-tu me dire ce qui t'est arrivé ?» Le visage du guerrier se durcit. « Homme blanc, pas soldat, pas d'uniforme. Ils attaquent notre camp !» Sa voix se brisa. « Beaucoup morts, femmes, enfants. » Thorn sentit un poids glacé s'installer dans son estomac. Des pillards civils, exactement comme il le craignait. Où ? 3 jours de cheval, près du canyon de Palo Duro. Noconi grimaça en bougeant. Je chevauche pour prévenir autre camp. Hommes suivent, me tirent dessus. Un coup discret mais insistant à la porte fit se tendre les 2 hommes. Thorn réagit avec vivacité, posant une main lourde sur l'épaule de Noconi en guise d'avertissement avant d'entr'ouvrir le battant. Le sergent Vance se tenait là, les bras chargés de provisions, le visage fermé. « Le capitaine Mercer rentre plus tôt que prévu », annonça Vance à voix basse. « Un éclaireur vient d'apporter la nouvelle. Il sera là avant midi. » Thorn jura entre ses dents. « Merci, sergent. » Alors que Vance s'éclipsait, Thorn se retourna pour trouver Noconi qui l'observait avec une intensité troublante. « Pourquoi mets-tu tunique bleue » demanda le Comanche. La question était légitime. Thorn tira une chaise et s'assit, pesant chacun de ses mots. Mon père m'a enseigné que la valeur d'un homme ne se détermine ni par la couleur de sa peau, ni par sa tribu. Et deuxièmement, ce que ces pillards ont fait, si tes dires sont vrais, ce n'était pas la guerre, c'était un meurtre. Noconi sembla considérer ces paroles, sondant l'âme de l'officier. Ton chef, ce capitaine, il ne sera pas d'accord. Non, admit Thorn avec un soupir, il ne le sera pas. Dehors, le fort s'éveillait. Les bruits de bottes et le cliquetis des armes indiquaient que la garnison entamait sa routine matinale. Thorn savait qu'il ne pourrait pas cacher Noconi bien longtemps. Il avait besoin d'alliés. Plus tard dans la matinée, Thorn réunit le cercle restreint de ceux en qui il avait une confiance absolue. Le sergent Vance, le caporal Duval et le soldat Silas, un ancien esclave aux mains d'or qui faisait office de médecin officieux pour la compagnie. Ce que je vais vous demander pourrait briser nos carrières, commença Thorn en plongeant son regard dans celui de chaque homme. Mais je crois que c'est la seule chose juste à faire. Le soldat Silas examina la blessure de Noconi avec des gestes précis. Il a de la chance. La balle a traversé sans toucher d'organe vital. Avec des soins appropriés, il s'en sortira. Le capitaine revient aujourd'hui, rappela Vance. Comment proposez-vous de cacher un guerrier Comanche dans un fort de cette taille ? On ne le cache pas, répondit Thorn. Je vais le sortir d'ici avant l'arrivée de Mercer. Un silence lourd tomba sur la petite assemblée. Ce fut le caporal Duval qui brisa la glace. « Mon lieutenant, c'est de la désertion ?»« Pas si je reviens, » contra Thorn. « J'ai juste besoin de temps pour mettre Noconi en sécurité et enquêter sur ses accusations. S'il dit la vérité sur le raid, l'état-major doit le savoir. » Vance secoua la tête, sceptique. Et s'il ment ? Si c'est une ruse Comanche ? Thorn regarda Noconi,
qui soutint son regard sans ciller. Alors j'aurais tout risqué pour rien. Mais mon instinct me dit qu'il ne ment pas. Les hommes échangèrent des regards, une communication silencieuse née des épreuves partagées dans ce désert impitoyable. Finalement, Vance prit la parole. « Le chariot de ravitaillement part dans 1 heure. C'est votre meilleure chance de passer les sentinelles sans éveiller les soupçons. »« Je viens avec vous », déclara soudainement Silas. Alors que Thorn s'apprêtait à protester, le soldat leva une main apaisante. « Avec tout le respect que je vous dois, mon lieutenant, cette blessure a besoin de soins constants, et vous ne pourrez pas le faire seul tout en chevauchant. » 1 heure plus tard, Noconi gisait dissimulé sous une épaisse bâche en toile à l'arrière du chariot. Silas, assis à côté de lui, feignant d'être l'aide-conducteur. Thorn, monté sur son propre cheval, hocha la tête au garde de la porte alors qu'il sortait. « Escorte de routine jusqu'au comptoir commercial, caporal », expliqua-t-il d'un ton décontracté. « Nous serons de retour avant la nuit. » Alors que les murs du fort de la Mesa s'éloignaient derrière eux, Thorn ne pouvait se défaire du sentiment qu'il venait de franchir une ligne de non-retour. À ses côtés, Silas était assis, raide de tension. « Tu n'étais pas obligé de venir, » dit doucement Thorn. Les yeux sombres de Silas restaient fixés sur l'horizon tremblant de chaleur. « Ma grand-mère était une Cherokee, mon lieutenant. Elle a marché sur la piste des larmes quand elle était enfant, » marqua-t-il une pause. « Certaines blessures sont plus profondes que les balles. » Ils voyagèrent en silence après cela, suivant la piste défoncée qui s'éloignait du fort. Derrière eux, un nuage de poussière s'élevait au sud. Le capitaine Mercer et son escorte rentraient plus tôt que prévu. « Nous devons accélérer », pressa Thorn en scrutant le terrain devant eux. Ils connaissaient assez ces terres pour savoir qu'ils étaient vulnérables à découvert. Ils devaient atteindre les canyons rocailleux à l'est, où ils trouveraient à la fois un abri et de l'eau. À l'arrière du chariot, Noconi se redressa sur un coude, grimaçant de douleur. « Arrêtez » commanda-t-il. Silas parut alarmé. « Qu'y a-t-il » Le guerrier pointa un doigt tremblant vers une crête éloignée. « Cavaliers, pas soldats, les hommes qui ont attaqué mon peuple. » Thorn suivit son regard, plissant les yeux contre le soleil zénital. Au début, il ne vit rien. Puis, un mouvement attira son attention. Des cavaliers se déplaçaient parallèlement à leur course, partiellement dissimulés par le terrain vallonné. « Combien » demanda Thorn. « 7, peut-être 8, répondit Noconi. « Ils me chassent. » Thorn prit une décision rapide. « Il faut atteindre ces canyons avant qu'ils ne nous coupent la route. Silas, ce chariot peut-il aller plus vite ?» Le soldat hocha la tête d'un air sombre et fit claquer les rênes. Alors que le chariot bondissait en avant, Thorn sentit le poids de sa décision s'alourdir. Il ne s'était pas seulement engagé à aider un blessé, mais potentiellement à affronter les hommes mêmes qui avaient massacré tout un campement. Et derrière eux, se rapprochant inexorablement du fort, se trouvait le capitaine Mercer, un homme qui considérerait les actions de Thorn comme de la haute trahison. Le chariot de ravitaillement tressautait violemment, alors que Silas poussait les chevaux à leurs limites, soulevant un panache de poussière alors qu'ils fonçaient vers les canyons. Thorn chevauchait à leur côté, scannant constamment le terrain, douloureusement conscient des cavaliers qui les traquaient depuis la crête. « Ils essaient de nous prendre en tenaille !» cria Thorn en montrant les silhouettes lointaines qui changeaient de direction, piquant vers un passage étroit qui servait de porte d'entrée au système de canyon. Silas hocha la tête, le visage couvert de poussière. « On n'y arrivera pas avant eux. » À l'arrière, Noconi se hissa en position assise malgré sa blessure. « Il y a un autre chemin, » dit-il d'une voix tendue. « Un sentier caché. Mon peuple l'utilise. » Thorn rapprocha sa monture. « Où ça ?» Noconi pointa vers une section apparemment infranchissable de la paroi du canyon, où un chaos de rochers massifs créait une barrière naturelle. « Derrière les rochers, passage étroit. »« Le chariot peut-il passer ?» Le guerrier secoua la tête. « Non. Chevaux seulement. » Thorn fit un calcul rapide. Ils étaient encore à plus d'1 kilomètre de l'entrée principale, avec les pillards qui gagnaient du terrain à chaque seconde. « Silas, dételle un des chevaux, on doit abandonner le chariot. » Travaillant avec une rapidité fébrile, ils libérèrent l'un des chevaux de trait de son harnais. Noconi, malgré les protestations de Silas, insista pour monter seul, refusant de montrer le moindre signe de faiblesse. « Ces hommes, demanda Thorn alors qu'ils s'apprêtaient à foncer vers le sentier caché, pourquoi sont-ils si déterminés à te traquer ?» L'expression de Noconi s'assombrit, ses yeux brillants d'une froide colère. «
Je connais leur visage. Je peux les identifier. Il toucha une petite sacoche en cuir suspendue à son cou. Et j'ai la preuve de qui les paie. Avant que Thorn ne puisse en demander davantage, un coup de fusil claqua dans l'air sec, la balle soulevant une gerbe de terre près de la roue du chariot. « Ils nous ont repérés », avertit Silas, sautant déjà sur le cheval libéré. « Allez », ordonna Thorn, aidant Nokoni à se stabiliser sur sa monture avant de se hisser derrière lui. Ils abandonnèrent le chariot et galopèrent droit vers le champ de rochers, une autre volée de tirs les poursuivant. Les pillards, réalisant que leur proie leur échappait, rompirent leur formation de traque et se lancèrent ouvertement à leur poursuite. 7 hommes, compta Thorn. Ils étaient lourdement armés et montaient des bêtes rapides. « Qui sont-ils » hurla-t-il à l'intention de Nokoni par-dessus le bruit des sabots. « Des chasseurs de primes » répondit le Comanche. « Payés pour tuer mon peuple, payés par des hommes qui veulent notre terre. » Ils atteignirent le champ de rochers alors que les pillards n'étaient plus qu'à 400 mètres derrière eux. Nokoni les guida vers une étroite fissure entre 2 monolithes massifs qui, de loin, semblaient former un mur infranchissable. Le passage était si exigu qu'ils durent progresser en file indienne. Silas ouvrait la marche, suivi de Thorn et du guerrier blessé. Le sentier dérobé serpentait à travers la gorge, parfois à peine assez large pour laisser passer un cheval. Derrière eux, les cris frustrés des poursuivants résonnaient contre la pierre, cherchant vainement l'entrée. « Ils finiront par trouver, avertit Nokoni. Ils ont déjà traqué mon peuple par ici. » Le chemin les conduisit plus profondément dans le dédale de canyon, s'ouvrant occasionnellement sur de petites vallées invisibles avant de se rétrécir à nouveau. Après près d'1 heure de chevauchée sous haute tension, ils débouchèrent dans un cirque naturel isolé, un cul-de-sac rocheux où une source modeste alimentait un bassin d'eau claire. « Nous pouvons faire souffler les chevaux ici », décida Thorn en aidant Nokoni à descendre de sa monture. Le flanc du guerrier saignait de nouveau. L'effort de la cavalcade avait rouvert la plaie. Pendant que Silas s'affairait autour du blessé, Thorn attacha les chevaux et fit l'inventaire de leur situation. Ils disposaient de leurs revolvers, d'un fusil chacun, de munitions limitées et des quelques provisions qu'ils avaient saisies à la hâte dans le chariot, assez pour tenir 2 jours, tout au plus. « Ces hommes, dit Thorn en revenant aux côtés de Nokoni, tu as dit qu'ils étaient payés. Par qui ?» Le Comanche plongea la main dans sa sacoche en cuir et en retira un document plié, taché de terre. « J'ai pris ça dans le manteau de leur chef quand ils ont attaqué notre camp. Je comprends mal votre écriture, mais je sais que c'est important. » Thorn déplia le papier avec précaution. C'était un contrat formel, signé par un représentant de la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest, autorisant le versement de primes pour sécuriser et nettoyer le tracé ferroviaire proposé de toute présence indigène. Au bas de la page, une signature lui glaça le sang, celle du colonel Sterling, le commandant militaire régional. « C'est pour ça que tu es venu au fort de la Mesa », réalisa Thorn. « Tu savais que l'armée était impliquée. » Nokoni hocha sombrement la tête. « Pas toutes les tuniques bleues, juste les grands chefs qui prennent l'or des hommes du rail. » Silas jeta un coup d'œil par-dessus l'épaule de Thorn pour lire le document. « C'est la preuve de massacre planifié et autorisé. Si cela s'ébruite, cela impliquera les plus hauts niveaux du commandement militaire de la région, » acheva Thorn. « Et cela explique pourquoi le capitaine Mercer s'est montré si agressif envers les bandes Comanches, spécifiquement celles qui vivent sur le tracé du chemin de fer. » Un cri lointain ricocha sur les parois du canyon, suivi par le bruit sourd de sabots martelant la pierre. Les traqueurs avaient trouvé le sentier caché. « Il faut bouger », pressa Silas, remballant déjà ses fournitures médicales. Mais Nokoni secoua la tête. « Trop de passages devant, facile de se perdre. Nous devons tenir ici. » Thorn évalua leur position. Le cirque offrait à la fois des avantages et des risques mortels. Son unique entrée le rendait facile à défendre, mais les laissait sans échappatoire s'ils étaient submergés. « Silas, aide-moi à déplacer ces rochers », ordonna Thorn en désignant plusieurs blocs massifs. « Nous allons créer une position défensive. » Tandis qu'il travaillait, Thorn remarqua que Nokoni l'observait avec une expression curieuse. « Tu risques gros, tunique bleue, » dit le Comanche. « Pourquoi ?» Thorn marqua une pause, essuyant la sueur qui lui brûlait les yeux. « Parce que ce qui se passe est injuste, et parce que garder le silence ferait de moi un complice. »
Ton peuple a combattu le mien pendant de nombreuses saisons, observa Nokoni. Oui, reconnut Thorn, et il y a du sang sur les mains des deux camps. Mais massacrer des femmes et des enfants pour les profits du chemin de fer, ce n'est pas la guerre, c'est du meurtre. Silas, qui disposait leurs armes, leva la tête. Mon lieutenant, j'ai réfléchi. Même si on survit à ça, et après, nous sommes des déserteurs avec un guerrier Comanche. Le capitaine Mercer nous fera fusiller. Pas si nous pouvons apporter cette preuve à quelqu'un qui écoutera, répondit Sorn en tapotant le document. Il reste des hommes d'honneur au commandement, et il y a des journaux à la capitale qui publieraient ceci. Le bruit des cavaliers se rapprochait. Sorn estima qu'il n'avait que quelques minutes avant que les pillards ne les trouvent. « Préparez-vous », dit-il à ses compagnons en vérifiant son fusil une dernière fois. « Silas, tu es notre meilleur tireur. Prends position derrière ce bloc. Nokoni, reste bas et garde tes forces. » Alors qu'il prenait position, un calme étrange envahit Sorn. Durant toute sa carrière militaire, il avait suivi les ordres, même lorsque ceux-ci troublaient sa conscience. Aujourd'hui, pour la première fois, il agissait uniquement selon ce qu'il croyait être juste, peu importe les conséquences. Le premier pillard apparut à l'entrée du canyon, fusil prêt à tirer. Thorn retint son feu, attendant que d'autres se montrent. Un par un, ils pénétrèrent prudemment dans le cirque, se déployant pour offrir des cibles plus difficiles. « Pas un pas de plus !» hurla Thorn. « Jetez vos armes !» Le cavalier de tête, un homme buriné avec une cicatrice barrant son visage, éclata d'un rire rauque. « Eh bien, qu'est-ce qu'on a là ? Un petit lieutenant qui a viré sauvage ?» Il cracha au sol avec mépris. « Tu interfères avec des affaires officielles, le bleu. »« Des affaires officielles ?» répliqua Thorn, gardant son fusil stable. « Vous voulez dire assassiner des innocents pour l'argent du rail ?» Les yeux du balafré se plissèrent. « Tu fais une grosse erreur, lieutenant. Le colonel Sterling n'appréciera pas qu'un de ses officiers protège de la vermine. »« J'ai votre contrat !» cria Thorn en retour, signé par Sterling lui-même. Cette révélation provoqua un remous parmi les mercenaires. Le visage du chef s'assombrit de rage. « Tuez-les tous !» hurla-t-il, « et récupérez ce papier. » Le canyon explosa. La première volée de balles ricocha sur les rochers, envoyant voler des éclats de pierre tranchants. Thorn se baissa, puis se redressa vivement pour tirer, touchant l'un des pillards à l'épaule. L'homme tomba de sa selle en hurlant. Silas, fidèle à sa réputation, ajusta son tir avec un calme olympien et abattit un autre assaillant d'une balle en pleine poitrine. « Il en reste 5, annonça-t-il. Les survivants se dispersèrent pour se mettre à couvert, abandonnant leurs chevaux pour se poster derrière les crevasses et les éboulis. Un échange de tirs plus méthodique s'installa, chaque camp guettant la moindre erreur de l'autre. « Économisez vos munitions », avertit Thorn. « Ils essaient de nous épuiser. » Nokoni, malgré sa blessure, avait réussi à récupérer le fusil d'un pillard tombé et fournissait un tir de soutien. Son visage ne montrait aucune douleur, seulement une détermination farouche. « Ils ne chargeront pas », observa le Comanche. « Ils vont attendre la nuit. » Thorn savait qu'il avait raison. Dans l'obscurité, la supériorité numérique des mercenaires leur donnerait l'avantage au corps à corps. Ils devaient trouver une issue avant le coucher du soleil, encore distant de quelques heures. « Y a-t-il une autre sortie ?» demanda Thorn à Nokoni. Le Comanche fit un léger signe de tête vers la paroi. Là-haut. Un sentier étroit le long de la falaise. Une ascension difficile. Thorn suivit son regard vers une corniche presque invisible, à une quinzaine de mètres de hauteur sur la paroi du canyon. Cela semblait suicidaire, mais c'était peut-être leur unique chance. « Silas, dit Thorn doucement, nous devons créer une diversion. Garde leur attention pendant que Nokoni et moi tentons d'atteindre cette corniche. » Le soldat hocha la tête, le visage grave. « Je leur ferai croire que nous sommes toujours tous les trois ici. » Une balle frappa dangereusement près, arrosant Thorn de poussière de roche. Les pillards devenaient plus agressifs, cherchant à contourner leur position par les flancs. Thorn suivit son regard vers une corniche presque invisible, perchée à une quinzaine de mètres sur la paroi abrupte. L'ascension semblait périlleuse, mais c'était peut-être leur unique chance de salut. « Silas, murmura Thorn, il nous faut une diversion. Occupe-les pendant que Nokoni et moi tentons d'atteindre ce rebord. » Le soldat hocha la tête, le visage grave. « Je leur ferai croire que nous sommes toujours tous les trois en bas. »
Une balle frappa dangereusement près, arrosant Thorn d'éclats de pierre. Les pillards devenaient plus agressifs, cherchant à contourner leur position par les flancs. « Mon lieutenant !» fit soudain Silas d'une voix basse et urgente. « Regardez la crête, au-dessus de l'entrée du canyon. » Se découpant sur le ciel de fin d'après-midi, des cavaliers étaient apparus, une douzaine au moins. Pendant une fraction de seconde, le cœur de Thorn manqua un battement, craignant que les mercenaires n'aient reçu des renforts. Puis il distingua le bleu caractéristique des uniformes de la cavalerie. « C'est Vance !» souffla Thorn en reconnaissant la haute stature du sergent à la tête de la patrouille. Il nous a suivis. Les pillards repérèrent les soldats au même instant. Leur chef hurla des ordres et ils commencèrent à tirer vers le haut pour répondre à cette nouvelle menace. La cavalerie riposta immédiatement, faisant pleuvoir un feu nourri depuis leur position dominante. Pris entre deux feux, les mercenaires furent rapidement submergés. En quelques minutes, la fusillade cessa et le sergent Vance mena ses hommes dans la descente vers le fond du canyon. Thorn sortit prudemment de sa couverture, les mains bien en vue. « Sergent Vance !» appela-t-il. « Nous avons des blessés ici. » Vance mit pied à terre, s'approchant avec son fusil abaissé mais prêt à servir. Son expression était illisible alors qu'il balayait la scène du regard. Thorn, Silas et le guerrier Comanche blessé. « Lieutenant Thorn !» dit Vance d'un ton officiel. « Le capitaine Mercer m'a ordonné de vous retrouver et de vous ramener pour passer en cour martiale. » Il marqua une pause, puis ajouta plus doucement. « Il a été très précis sur le fait de vous ramener vivant pour faire face à la justice militaire. » Thorn hocha la tête, comprenant le message implicite. « Et ces hommes ?» demanda-t-il en désignant les corps des pillards. « Des pertes civiles collatérales lors de la poursuite d'un officier déserteur, » répondit Vance d'un ton égal. « Rien de plus ne figurera dans mon rapport. » Silas s'avança. « Sergent, nous avons des preuves. Ces hommes ont été engagés par les intérêts ferroviaires avec l'approbation du colonel Sterling pour massacrer des campements Comanches. » Le visage de Vance se durcit. « Ce sont des accusations graves, soldats. »« Nous avons la preuve écrite, » intervint Thorn en sortant le contrat de sa poche. « Leur chef a tout admis avant de nous attaquer. » Vance étudia le document avec attention, son visage ne trahissant aucune émotion. Finalement, il leva les yeux. « 2 de mes hommes sont fils d'éditeurs de journaux. L'un dans la capitale régionale, l'autre à Washington même. » Un mince sourire traversa son visage. La formation a une façon singulière de trouver son chemin vers l'encre des imprimeries. Un immense soulagement envahit Thorn. « Merci, sergent. » « Ne me remerciez pas encore, mon lieutenant. Nous devons retourner au fort de la Mesa, et le capitaine Mercer nous attend. » Vance jeta un coup d'œil à Noconi. « Et nous avons un prisonnier blessé à transporter. » Le voyage de retour vers le fort se déroula dans un silence tendu. Noconi chevauchait en croupe avec l'un des soldats. Sa blessure bandait à nouveau, mais la douleur marquait visiblement ses traits. Thorn et Silas avançaient sous la garde vigilante des hommes de Vance, leur statut ambigu flottant entre celui de prisonnier et de camarade. À leur approche du fort, Thorn aperçut le capitaine Mercer qui attendait près de la porte, le visage tordu par la rage. « Lieutenant Thorn !» hurla Mercer alors qu'ils entraient. « Vous êtes aux arrêts pour désertion, manquement au devoir et intelligence avec l'ennemi. » Vance descendit de cheval avec fluidité et salua. « Capitaine Mercer, monsieur, nous avons retrouvé le lieutenant Thorn alors que nous poursuivions des éléments hostiles. Il était engagé dans une mission de renseignement sur des contractuels civils opérant illégalement en territoire militaire. » Le visage de Mercer vira au pourpre. « De quoi parlez-vous, sergent ? Il a abandonné son poste. » « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, » poursuivit Vance calmement, « le lieutenant Thorn a découvert la preuve que des mercenaires civils menaient des opérations non autorisées contre les établissements Comanches. » Il tendit le contrat, incluant l'autorisation écrite du colonel Sterling. Mercer arracha le papier, ses yeux s'écarquillant à la lecture. « C'est un faux, bafouilla-t-il. Ce doit être un faux. » Le chef des mercenaires a confirmé son authenticité avant de tenter de tuer un officier de l'armée, répliqua Vance. « Nous avons de multiples témoins, monsieur. » Mercer regarda autour de lui, réalisant soudainement que de nombreux yeux observaient cette confrontation. Pas seulement la patrouille de Vance, mais la garnison entière s'était rassemblée. Parmi eux, Thorn remarqua les 2 soldats dont Vance avait parlé,
absorbant chaque mot. Cette affaire nécessite une enquête approfondie, dit finalement Mercer, sa voix perdant de son assurance. Le lieutenant Thorne restera aux arrêts de rigueur dans ces quartiers jusqu'à ce que nous recevions des instructions du commandement régional. Alors que le capitaine battait en retraite vers son bureau avec le document accablant, Thorne se tourna vers Vance. « Et maintenant ?»« Maintenant, nous attendons, » répondit le sergent, « et nous nous assurons que des copies de ce contrat parviennent aux bonnes personnes. » Il fit un signe de tête vers les soldats journalistes. L'armée essaiera peut-être d'enterrer l'affaire, mais le public ne tolérera pas que des massacres soient perpétrés en son nom, pas même contre les Comanches. Plus tard dans la soirée, confiné dans ses quartiers, Thorne reçut une visite inattendue. Le sergent Vance entra, suivi de Noconi, qui se déplaçait avec raideur mais détermination. « Le Comanche a insisté pour vous parler, » expliqua Vance. « J'ai pensé qu'il valait mieux l'autoriser avant son transfert à l'agence indienne demain. » Noconi s'approcha de Thorne, se tenant droit malgré sa blessure. « Tunique bleue, dit-il formellement. Tu as risqué ta vie pour celui qui devrait être ton ennemi. Mon peuple le saura. » Thorne hocha la tête. « J'ai fait ce que tout homme d'honneur aurait fait. »« Honneur », répéta Noconi comme s'il testait le mot. « Parmi mon peuple, une vie sauvée crée un lien. Je te dois une dette de sang. »« Tu ne me dois rien, » répondit Thorne. « Dis simplement à ton peuple que tous les Blancs ne cherchent pas leur destruction. Certains d'entre nous veulent la paix. » Noconi plongea la main dans sa bourse et en sortit un petit aigle sculpté dans la pierre. « Prends ceci. Cela te marque comme ami des Comanches, quoi a dit. » Alors que Thorne acceptait le présent, Vance s'éclaircit la gorge. Un télégraphe est arrivé du quartier général de la division. Le colonel Sterling a été relevé de ses fonctions en attendant l'enquête. Le capitaine Mercer a reçu l'ordre de se présenter à Fort Leavenworth pour expliquer sa connaissance des opérations non autorisées. « Et moi ?» demanda Thorne. « Vous avez été assigné comme officier de liaison auprès de l'agence indienne, » dit Vance avec une pointe de sourire. « Apparemment, quelqu'un pense que vous avez un talent pour la communication interculturelle. » 3 mois plus tard, le lieutenant Elias Thorne se tenait sur une colline surplombant un vaste campement où des représentants de plusieurs bandes s'étaient rassemblés pour discuter d'une nouvelle initiative de paix. À ses côtés se tenait le sergent-major Vance, récemment promu, et Silas, désormais caporal. Dans la vallée en contrebas, Noconi se déplaçait parmi les siens, jetant occasionnellement un regard vers les soldats. Le massacre n'avait pas été oublié, mais les actions de Thorne non plus. De petits pas vers la compréhension avaient été franchis. « Pensez-vous que cela durera ?» demanda Vance. « Cette paix ?» Thorne regarda les enfants jouer dans le camp, les femmes préparer la nourriture et les guerriers siéger en conseil. « Je ne sais pas, » admit-il. « Mais pour la première fois, je crois que c'est possible. » Il effleura l'aigle de pierre qu'il portait désormais autour du cou. Le choix d'un homme, fait dans un moment de crise, avait altéré le cours de nombreuses vies. C'était une petite victoire dans une longue histoire de conflit. Mais peut-être, songea Thorne, étaient-ce ces petites victoires qui menaient finalement aux plus grandes. « Nous devrions descendre, » dit-il enfin. « Ils nous attendent. » Alors qu'il descendait vers le campement, Thorne sentit le poids des 2 mondes sur ses épaules. La culture militaire dans laquelle il était né et celle des natifs qu'il avait appris à respecter. Le chemin entre eux était étroit et semé d'embûches, mais il était déterminé à le parcourir. Car c'est dans cet espace fragile entre les mondes que la compréhension pouvait enfin prendre racine et grandir.